droit à la production scientifique. Pour parler de la complexité du développement, je dirais à la suite de mes prédécesseurs que s'il n'y a pas de développement sans route, pas de développement sans sécurité, il n'y a également pas de développement sans santé. Les droits de la personne humaine sont certes nombreux et parlant des soins de santé, je voudrais citer Xavier Bio qui nous dicte que le premier droit de la personne malade est d'accéder à des soins de santé de qualité, c'est-à-dire des soins que nécessite son état de santé. Toute chose qui est prévue par les articles 14 et 24 du Code de déontologie du Mali et mieux par l'article 1er de la loi hospitalière du Mali du 22 janvier 2002. Ce texte prévoit le droit du malade au libre choix de son établissement de santé et prévoit que ce droit est fondamental. L'article 7 de la même loi, en parlant des missions et d'obligations des établissements de santé, précise que l'accès aux soins et aux soins de qualité est une garantie pour tout individu. Or, la garantie de l'accès aux soins est problématique au Mali en temps de paix et elle l'est encore plus en temps de guerre. Ce qui nous rappelle les propos de Marco Baldan, chirurgien en chef du CICR, qui notait que l'une des premières victimes de la guerre est le système de santé lui-même. Ainsi, la violation du premier droit de la personne malade rend celle-ci victime au même titre qu'un système de santé victime. Ce système ne pourra en aucune manière fournir les soins de qualité garantis et préconisés par les textes. Donc, d'un système de santé victime à la personne malade victime, d'autres personnes peuvent également être victimes de conflits armés. Toute chose qui est prévue par le deuxième chapitre de la première convention de Genève en son article 12 qui prévoit l'accès aux soins aux soldats blessés et malades. Vous comprendrez que l'accès aux soins est effectivement l'objet de notre présentation. Selon Mme Fayet, l'accès aux soins apparaît comme l'un des droits fondamentaux de la personne humaine, en ce sens qu'il serait inhumain de ne pas soigner une personne malade, alors que les moyens de le faire existent. Mais il constitue aussi le plus fondamental des droits des malades, en ce qu'il est à la base de l'acte médical. L'accès aux soins comme droit fondamental de tout être humain est l'un des axes majeurs de la politique nationale de la santé du Mali et de tout autre État. Cela est consacré par la Constitution du 25 février 1992, précisément dans les dispositions de son article 17 qui consacre le droit à la santé. Pour affirmer davantage le droit d'accès aux soins, les législateurs maliens consacraient à ce droit essentiel plusieurs textes de loi. Il faut citer entre autres la loi d'orientation sur la santé de 2002, la loi hospitalière de 2002 également et la charte du malade d'octobre 2008. Le système de santé malien organisé en forme de pyramide, toute chose qui est prévue par l'article 28 de la loi hospitalière et 33 de la loi d'orientation sur la santé, assure l'accès aux soins aux populations à travers les différentes composantes et principalement à travers les établissements de santé qui sont soit publics, soit privés. Et malgré l'existence de cet arsenal juridique et des institutions en charge de la santé, il n'est pas évident que la réalisation de l'accès aux soins se passe toujours dans les meilleures conditions, et notamment en période de conflit armé. Selon le dictionnaire Gérard Corny, le conflit est entendu comme une opposition de vie et d'intérêt qui peut dégénérer en litige, en procès ou en affrontement de faits. Ce dernier peut être armé,
tout en se manifestant par une relation de belligérance entre deux ou plusieurs acteurs. Tel est le cas actuellement au Mali, où nous assistons à l'existence d'une multitude de conflits entre l'État et d'autres entités, ou à des conflits intracommunautaires et extracommunautaires. Ainsi, depuis plus d'une décennie d'années, on assiste impuissamment à des violations ou agressions de toutes formes qui engendrent des victimes directes et indirectes d'une part, et d'autre part handicapent et bouleversent le fonctionnement des services publics, notamment des services publics de la santé, dont l'une des missions essentielles est d'offrir les soins nécessités. Certes, le conflit désorganise le système de santé, mais il demeure constant que l'État a le devoir de secourir les personnes affectées en les apportant les soins nécessités. Notons que les difficultés et les violations liées à l'accès aux soins en période de conflit sont prévues et sanctionnées non seulement par les règles du droit international humanitaire, mais aussi par les règles des droits de l'homme. Il faut citer entre autres les conventions de Genève et leurs protocoles d'accord, mais aussi la Charte des Nations Unies. Ces instruments portent un regard sur le rôle de l'État, acteur principal de la protection de la santé et garant de l'accès aux soins, tout en régissant le comportement des victimes, des individus plutôt, qui réalisent les soins, ou le comportement de ceux qui peuvent porter atteinte à ces droits fondamentaux. Ainsi, il paraît opportun de faire ressortir comment l'État s'organise pour apporter des réponses aux violations faites aux populations pour la prise en charge sanitaire. Autrement dit, la problématique liée à la désorganisation des services dans la prise en charge de la maladie, notamment des victimes, tant sur le plan de la prise en charge des soins que sur le plan de leur indemnisation, soulève la question fondamentale qui est de savoir quels sont les mécanismes pratiques et textuels qui encadrent l'activité sanitaire en temps de conflit au Mali et comment les textes juridiques sanctionnent les violations du droit d'accès aux soins. D'abord, par rapport à l'organisation des soins, il faut noter que différents organes ou établissements interviennent dans la prise en charge des personnes qui ont besoin de soins de santé. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, le personnel de la santé concerne toute personne qui travaille dans le domaine de la santé. Autrement dit, tous les professionnels qualifiés en matière de soins de santé. Vous comprendrez qu'on peut citer, entre autres, les médecins, les infirmiers, les chirurgiens, les pharmaciens, etc. Il s'agit de personnes qui travaillent dans les hôpitaux, dans les dispensaires, dans les administrations sanitaires, mais aussi des ambulanciers. Il s'agit du personnel et volontaire du mouvement international de la Croix-Rouge. Et il faut citer au même moment le personnel sanitaire des forces armées, le personnel des organisations internationales et non gouvernementales, les secouristes. À ces lots de personnes, il est judicieux d'associer les tradithérapeutes et les phytothérapeutes qui, s'ils constituent le premier recours de la population en temps de paix, ils le sont également en temps de conflit, constituant l'incarnation d'une médecine de proximité et d'accessibilité. Ces acteurs facilitent considérablement l'accès aux soins aux populations qui sont privées soit pour des barrières territoriales, financières ou matérielles aux soins modernes de santé. Parmi les organismes et missions qui offrent les soins, à l'instar des acteurs étatiques, il faut citer le Mouvement international de la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, Solidarité, etc. Et malgré l'intervention de ces organes ou de ces établissements, les populations des zones de conflit sont encore plus exposées aux difficultés d'accès aux soins. Ces difficultés sont de nature diverse et se traduisent en une violation des droits de la personne aux besoins de santé. Par ailleurs, il faut noter que si secourir et soigner demeure un pan essentiel, il n'en reste pas moins de réparer les dommages subis par les victimes de violations du droit d'accès aux soins. Mais au-delà des mesures et sanctions prévues par le Code pénal et les textes internationaux,
une réparation peut être offerte aux victimes ou à leurs ayants droit. Ces mesures de réparation concernent toutes mesures d'accompagnement ou d'indemnisation d'autres dommages issus de la violation du droit d'accès aux soins. L'indemnisation est soumise aux règles du droit commun, mais aussi aux règles du droit international. Selon la CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation, à travers sa stratégie d'intervention et son règlement intérieur, des mesures de réparation sont prévues. Par ailleurs, il faut signaler que le pouvoir exécutif et législatif malien s'évertit à maintes reprises d'adopter des gestes ayant pour objet d'établir les conditions d'indemnisation des victimes. Au terme de cette étude, le constat majeur est que malgré les efforts du droit international humanitaire et des droits de l'homme, ceux-ci ne fournissent pas de véritables garanties pour une remise des victimes dans leurs droits. Autrement dit, l'existence de ces textes n'est pas totalement dissuasive de violation du droit d'accès aux soins et du droit à la réparation des dommages. Cependant, nous concluons que pour un meilleur accès aux soins de santé au Mali, pendant les périodes de conflit, les établissements qui animent la carte sanitaire doivent être renforcés, multipliés et sécurisés. Ils doivent également être aménagés et dotés de moyens suffisants. Par ailleurs, un fonds de garantie doit être mis en place de façon pérenne et doté d'une capacité opérationnelle afin de faciliter l'indemnisation des victimes. Pour terminer, nous voudrons souligner que la timidité et la faiblesse de la réaction de l'État à l'égard des auteurs d'exactions, et cela marqué par la conclusion des acteurs et des négociations, doit interpeller sur la situation des victimes des conflits. Ce qui nous pousse à nous poser la question, quelle est véritablement la politique de l'État du Mali sur la situation des victimes des conflits? Je vous remercie, Monsieur le Modérateur.